Bonjour Monsieur Hussou, Bonjour. merci de nous accorder cette interview qui portera sur le bilan géopolitique et ses perspectives pour l'année 2015 et 2016. Ma première question portera sur le bilan géopolitique. Quel bilan peut-on tirer pour l'Union européenne en 2015? Alors, tout d'abord, le premier bilan qu'on peut tirer, c'est le retour au premier plan de la question géopolitique en Europe, qui avait été un peu mise de côté, entre guillemets, dans le processus européen jusqu'à une période très récente. Les grandes questions de 2015, j'en vois trois principales, une quatrième qui en découle. La première, c'est la stabilisation du conflit ukrainien. Je ne sais pas si le terme est absolument adéquat, mais en tout cas, une espèce oui, de stabilisation du conflit qui va poser d'une manière ou d'une autre la question de la sortie de crise par rapport d'abord à l'Ukraine évidemment et les rapports que l'Union européenne continuera à entretenir par la suite avec l'Ukraine et puis au-delà bien entendu les relations avec la Russie qui reste toujours son horizon oriental le plus problématique. Ceci dit, il y a un autre horizon oriental qui se profile de manière problématique et qui a pris consistance ces derniers mois, qui est la Turquie, de M. Erdogan. Et bien sûr, la question turque, elle est indissociable à la fois de la question de la mer Noire et donc de la question ukrainienne et russe, mais aussi de la question de la Syrie. Et là, troisième point, c'est le positionnement de l'Europe par rapport à la crise au Moyen-Orient et la position qu'elle doit prendre, l'action qu'elle doit mener, les solutions diplomatiques qu'elle offre, sur lesquelles il n'y a pas aujourd'hui de consensus européen. Il n'y a pas non plus d'alignement sur la position américaine, ou et encore moins évidemment sur les positions chinoises ou russes, qui va poser le problème d'un choix que devra faire l'Europe par rapport à cette question-là. Quatrième problème qui découle des suivants, c'est le questionnement des frontières, à la fois les frontières externes de l'Europe. Il va falloir à un moment donné quand même trancher sur cette question. Je ne dis pas qu'elle n'est pas posée, elle est clairement posée aujourd'hui. Jusqu'où l'Europe doit-elle se projeter et s'imaginer? C'est évidemment une question qui est fondamentale depuis le début mais écartée pendant longtemps. Et parallèlement à la question de ses frontières extérieures, se pose la question de ses frontières intérieures, puisqu'on assiste aujourd'hui sur la question notamment des libertés de circulation des personnes bien sûr, mais sans doute à terme des biens et des services, à un découplage des politiques des États européens qui augure une nécessaire réforme de la réflexion sur l'espace européen lui-même dans les années qui viennent. Merci. Quelle est votre vision de la crise des réfugiés actuels? Quelles sont les solutions que l'Union européenne peut apporter à cette crise? Alors, il y a plusieurs points, je pense qu'il est important de remettre en perspective. Le premier, c'est que d'abord, il faut constater que l'Union européenne est considérée comme un refuge pour des personnes issues de zones de guerre, de zones d'autoritarisme, enfin de dictature, ce qui en soi est plutôt bon signe, entre guillemets, que l'Europe reste un horizon souhaitable pour les gens qui sont à l'extérieur, ce qui peut lui donner d'ailleurs un certain nombre de leviers d'action à l'international assez intéressants. Le deuxième chose, c'est que je crois que la première priorité en Europe aujourd'hui par rapport à la question des réfugiés, c'est d'abord de la poser factuellement et de cesser de la dramatiser outre mesure. Elle est dramatique d'un point de vue du vécu des populations concernées, des populations aussi confrontées aux afflux de réfugiés dans des conditions difficiles, que ce soit en Grèce, en Italie ou ailleurs. Mais il faut cesser de l'instrumentaliser politiquement. Aujourd'hui, ce qui domine, c'est une instrumentalisation à la fois dans le cadre des processus électoraux des différents États-nations, on le voit très bien en France, et aussi instrumentalisée par tout un ensemble de mouvements contestataires qui de toute façon auraient contesté l'Union européenne sur d'autres plans si celui-ci ne s'était pas présenté. Mais finalement, moi, l'impression que j'ai par rapport à la question des réfugiés, c'est que les réfugiés ne sont à aucun moment traités pour ce qu'ils sont, et le phénomène traité pour ce qu'il est. Or, il faut savoir raison garder, c'est un phénomène grave, c'est un problème complexe, c'est un problème qui ne survient pas dans un contexte économique facile pour l'Union européenne, mais concrètement, c'est un phénomène qui concerne 1 million, 1,5 million, éventuellement 2 millions de personnes sur un continent européen qui compte pratiquement 600 millions d'habitants. Donc c'est pas non plus une invasion. Ces gens-là ne viennent pas avec des armes soumettre l'Europe à leur volonté.
c'est pas quelque chose de complètement inenvisageable en termes d'intégration, d'assimilation de ces populations. Par contre, ce qu'il faut évidemment, c'est qu'on arrête de les instrumentaliser. Il va falloir à un moment donné aussi établir, en accord avec toutes les parties prenantes évidemment, un vrai droit européen des réfugiés qui dépasse les déclarations d'intention de la Déclaration des droits de l'homme, qui vaut ce qu'elle vaut, qui n'est pas critiquable en tant que telle. Mais on ne peut pas gérer un phénomène concret de masse comme celui-ci sur la base uniquement de principes. Il faut qu'il y ait un accord au niveau européen sur le statut des réfugiés au sein de l'Union, ou alors ça veut dire qu'on laisse effectivement chaque nation décider de la façon dont elle gère cette question. Et c'est normal hein, qu'il n'y ait pas pour le moment de consensus sur cette question-là. C'est très différent de parler des réfugiés quand on est dans la perspective française, pour des tas de raisons, à la fois de principes constitutionnels, de tradition, de crainte aussi, contexte électoral compliqué, et puis dans le cadre d'une population qui disons, est un équilibre démographique sain, et c'en est une autre de parler dans le cadre allemand, où à la fois la crispation identitaire est potentiellement plus forte, mais en même temps où les logiques de repeuplement à moyen terme de l'Allemagne se posent aussi comme facteur de décision. Et puis, deux autres choses peut-être, dissiper l'illusion sur la nature de ces réfugiés. Ce sont certes des gens qui fuient des situations dramatiques. La majorité d'entre eux ne sont pas des gens en situation de désespoir, mais des gens qui ont choisi l'exil, qui ont eu les moyens de se lancer dans ce processus d'exil, qui ont eu le courage, il faut aussi noter ça. Ce sont souvent des gens qualifiés par rapport à leur société d'origine, ce qui d'ailleurs pose aussi le problème de la déplétion des ressources humaines dans leur pays d'origine, dans le cas où les situations se stabilisent dans l'avenir. Il y a, je crois, notamment quand on regarde un petit peu ce qui se passe en Allemagne, il y a une désillusion entre le message très humaniste de l'accueil, très volontaire et tout à fait admirable, des portes ouvertes pratiquées par Angela Merkel, et puis la constatation que ces gens-là, finalement, ne sont pas autant dans le besoin finalement qu'on pouvait l'imaginer. Et disons que ça heurte un petit peu le côté bon sentiment de beaucoup de gens qui se sont ralliés à cette clause au départ. Je ne dis pas qu'il faut revenir sur l'accueil, je dis simplement qu'encore une fois, il faut aborder ce problème pour ce qu'il est, et les réfugiés pour ce qu'ils sont, et arrêter d'y calquer des représentations et des simplifications. Enfin, pour terminer sur cette question, je crois qu'il sera nécessaire aussi d'avoir un pacte clair avec ces populations sur comment, pourquoi, combien de temps éventuellement et dans quelles conditions elles rentrent dans l'espace européen et entrent en interaction avec les sociétés constituées européennes. Et là encore, les différences de culture nationale vont être importantes de ce point de vue-là. C'est une question complexe, mais c'est une question qui mérite un autre traitement que l'instrumentalisation dont elle est l'objet aujourd'hui, même quand c'est pour de très bonnes raisons. Merci. Passons maintenant en perspective. Quels sont, de votre point de vue, les défis géopolitiques majeurs auxquels l'Union européenne devra faire face en 2016 ? Alors, il y en a énormément. J'ai déjà cité la question de la Russie et de la Turquie, donc qui dans les développements vont se poursuivre dans l'année qui vient et sans doute au-delà. Il va y avoir 4 questions intra-européennes, pour moi, fondamentales et dangereuses, disons incertaines dans leur déroulement et leur perspective, qui vont être d'abord le statut de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, au sein de l'Union dans les années qui viennent. Alors, on voit que David Cameron, d'une position de référendum pour ou contre rester dans l'Union, est passé à une forme de chantage ou de négociation, ça dépend comment on voit les choses avec l'Union, pour dire on va rester, mais on aimerait quelques conditions particulières supplémentaires. Bon, on verra bien comment cela se passe. Il y a la question grecque, évidemment, qui pour le moment est apaisée, mais qui va sans doute rebondir tôt ou tard dans les années qui viennent, parce que la situation économique de la Grèce va mettre beaucoup de temps à se stabiliser, et la Grèce va mettre beaucoup de temps à redevenir un élément lisible et fiable de la stratégie européenne. Il y a le problème de la Catalogne. Là aussi, son déroulement va avoir un impact considérable, puisque derrière la Catalogne,
se profilent aussi des questions similaires, d'abord dans un certain nombre de provinces autonomes espagnoles, mais aussi éventuellement en France et ailleurs. Et puis se reposera, donc, selon comment se déroulera le processus britannique, la question écossaise, puisque les Écossais ont toujours annoncé qu'ils relanceraient la question de leur scission si l'Angleterre décidait de quitter l'Union européenne. Donc voilà, il va y avoir toute une série de tensions et de questionnements autour de ça. Heureusement, a priori, quand même sans conflit, mais qui va nécessiter pour l'Union européenne de trouver des modalités finalement d'abord de gestion de ces disputes-là, et puis au cas où les sécessions se produisent, et d'établir des règles sur le statut des provinces sécessionnistes, ex-membres de l'Union européenne du fait de leur appartenance à un État qui en est membre, et potentiellement dans ou hors de l'Union par la suite. Ça pose toute une série de questions importantes. Et donc il va falloir que l'Union européenne se pose un certain nombre de questions sur ses principes géopolitiques et ses principes d'appartenance. Et puis d'une manière plus générale, il va falloir repenser Schengen et l'espace, comme je l'ai dit tout à l'heure. Laissons cette question de côté puisqu'elle a déjà été évoquée. Et aussi avoir une vision claire du positionnement de l'Union européenne en tant qu'acteur diplomatique parfois unifié, ou en tout cas sur un certain nombre de questions, notamment par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, par rapport à la Russie, et d'une manière générale par rapport à l'ensemble des parties prenantes de la gouvernance mondiale. Là encore, je trouve que l'Union n'est pas forcément très claire sur sa doctrine diplomatique, sur les différentes questions qui la concernent à travers le monde, sauf sur un point. Elle est très claire sur la question de la COP21, ce qui est déjà une très bonne chose. Merci. Et on va terminer par une dernière question. L'Europe fait-elle encore rêver? La réponse semblerait être non, dans sa forme actuelle. Il faut souligner quand même qu'un bon nombre des acquis européens sont oubliés des populations qui ne voient effectivement que ce qui dysfonctionne, mais il y a quand même des choses qui dysfonctionnent, et je crois qu'elle arrive au bout de son modèle institutionnel tel qu'il a été établi dans les années 50, à une autre époque, dans un autre contexte, dans d'autres perspectives, avec d'autres assises économiques que celles qui sont les siennes aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, il est vraiment nécessaire de refonder, mais quand je dis refonder, c'est vraiment les soubassements, la base de l'Union européenne. Alors il y a quelques discours qui tendent à penser que c'est en train de rentrer dans le débat, notamment la question de la déréglementation européenne, de la suppression d'un certain nombre de lois, sans doute un peu trop inflationnistes en termes de normes de la part de l'Union. C'est un premier pas qui peut être intéressant. Il va falloir que l'Union européenne cesse de se présenter dans ses institutions comme une espèce d'ingénierie globale à qui finalement il faudrait faire confiance pour que les retombées au niveau local soient positives et qu'elle s'intéresse réellement à ce qui se passe au niveau local, qu'elle se rapproche des gens. Je parle autant du Parlement qui doit rendre compte à ses électeurs de ce qu'il fait, que de la Commission qui doit peut-être arrêter de tenir trop systématiquement un discours en termes de grands agrégats, de grands principes, de grandes dynamiques, même si évidemment ces dimensions-là sont importantes. Et puis, je crois qu'il va falloir pour aller plus loin sur cette question-là, il faut que l'Union européenne pense ses territoires, mais les pense vraiment, et ne délègue pas nécessairement aux États membres la question de la définition des territoires, de leur développement, de leur intégration dans l'Union, même si des choses très positives ont été faites dans le passé dans ce sens-là, et qu'elle doit absolument repenser ces diversités, à la fois des populations non européennes vivant dans son espace, mais aussi les diversités des gens qui sont européens aujourd'hui, la diversité culturelle, la diversité des traditions administratives et étatiques. Elle doit prendre conscience que le passé n'a pas été gommé par l'Union européenne, elle n'est pas un oubli du passé ou une négation du passé, elle doit s'inscrire dans ce passé, et ce passé est très fortement marqué. On a oublié, par exemple, lors de l'intégration des anciens pays communistes de l'Est, à quel point l'Europe centrale et l'Europe de l'Est n'est pas l'Europe occidentale dans sa structuration nationale, sociétale, étatique, politique, identitaire et autres. On a fait comme si ces facteurs-là finalement n'existaient pas, ou en tout cas devaient s'effacer devant des logiques supérieures. Les processus électoraux en Europe montrent que ce sont des principes supérieurs qui s'effacent devant les logiques particulières. On le voit avec la Hongrie, on le voit aussi dans la montée d'un certain nombre de populisme et d'extrémisme un peu partout en Europe.
On le voit dans les irrédentismes catalans, voire, si on peut appeler ça comme ça, l'irrédentisme britannique. Cette question est urgente. L'Europe ne peut pas être une enveloppe dans laquelle on range indifféremment tous les gens qui en font partie, et toutes les sociétés qui en font partie. Elle doit être à un niveau ou à un autre, un consensus de ces sociétés autour d'un projet commun. Or, ce projet commun aujourd'hui, exprimé sans doute trop facilement sur le plan économique, infrastructurel et finalement un peu froid, doit redevenir aussi un pôle d'articulation de gens qui par ailleurs sont différents et complémentaires, et c'est cette complémentarité qui peut éventuellement redonner un élan à l'Europe. Mais pour ça, incontestablement, ça nécessite de repenser l'ensemble de ces principes, le principe technocratique, le principe d'éviction de la loi européenne, le principe de la gouvernance et de la représentativité des institutions européennes, les allers-retours entre ces institutions et les territoires, et pas nécessairement uniquement avec les gouvernements membres, mais aussi avec les territoires au niveau infra-étatique. Une véritable écoute et un peu moins de statistiques, et un peu moins de grands schémas politiques globaux qui potentiellement dans l'ensemble sont positifs, en ignorant que dans le particulier ils ne le sont pas nécessairement. Très bien, merci beaucoup.